Ma belle-sœur a pris ma voiture et a eu un grave accident. À l'hôpital, ma belle-mère a dit au médecin de ne pas la soigner, pensant que c'était moi. Son visage s'est décomposé en me voyant arriver quelques heures plus tard. Je m'appelle Aurore Leclerc. Le titre de propriété de notre spacieuse maison coloniale dans une banlieue chic de la région parisienne et l'hypothèque étaient tous deux uniquement à mon nom. Vivant confortablement sous ce toit, totalement à l'abri des soucis financiers, se trouvaient 3 personnes, ma belle-mère, Cornelia Montaigne, ma belle-sœur, Brigitte Montaigne, et mon mari, Gérard Montaigne. Pendant 5 longues années, c'est moi qui ai cuisiné leurs repas, couvert les frais de service public et de copropriété, et payé les mensualités de l'hypothèque. Ce matin-là, comme tous les autres matins, mes yeux se sont ouverts à 5h30. Alors que le café filtrait et que la poêle commençait à grésiller avec les œufs et les saucisses, la porte du couloir s'est ouverte agressivement. Cornelia a fait irruption dans la cuisine, a soulevé le couvercle de la poêle, a regardé à l'intérieur et a claqué la langue avec dédain. Des œufs brouillés et des saucisses de dinde, encore. Manger quelque chose d'aussi gras si tôt le matin me retourne complètement l'estomac. Cornelia, hier, quand j'ai fait du porridge d'avoine avec des myrtilles et du miel, tu t'es plainte que c'était trop fade et que ça manquait de consistance. Cornelia a claqué le couvercle sur le comptoir en granit et a répliqué, quand ai-je jamais dit ça? Tu n'es même pas capable de satisfaire l'appétit matinal de base de ta belle-mère, et tu te dis une épouse et une belle-fille dévouée. Je n'ai pas prononcé un seul mot pour ma défense. J'ai simplement cassé un autre œuf dans la poêle. 5 ans sous ce toit m'avaient appris que répliquer ne serait-ce qu'une phrase ne garantirait qu'une matinée entière de réprimandes sans fin. Juste à ce moment-là, la porte de la salle de bain du couloir s'est ouverte et Brigitte en est sortie, s'essuyant vivement les cheveux humides avec une serviette. Un parfum floral, cher et familier, émanait de sa peau. C'était la crème hydratante de luxe que je m'étais offerte la semaine précédente, un pot coûteux de la boutique du centre-ville à peine à moitié utilisé. Brigitte, as-tu encore utilisé la crème pour le visage de ma coiffeuse? Brigitte a négligemment jeté sa serviette humide sur le fauteuil en cuir et a répondu avec une attitude insolente, je n'ai utilisé qu'une toute petite noisette. Ce n'est pas comme si tu l'utilisais tous les jours. Tu la laisses juste prendre la poussière sur le plateau. Je ne la laisse pas prendre la poussière. Je l'utilise avec parcimonie parce qu'elle était chère. Combien de fois t'ai-je demandé de ne pas entrer dans ma chambre et de ne pas prendre mes affaires? Brigitte a fait la moue et s'est tournée vers Cornelia d'un ton plaintif et capricieux. Maman, regarde-la. Elle recommence. Elle me traite comme une criminelle juste parce que j'ai emprunté un peu de crème avant de sortir. Cornelia a frappé sa cuillère en argent contre la table et a haussé la voix. Quel est le problème si la famille partage quelques produits de beauté? Que as-tu jamais fait pour Brigitte en tant que grande sœur, de toute façon? J'ai gardé le silence. Ce n'était pas le premier incident avec elle. Le mois précédent, elle avait pris mon sac à main de créateur pour une fête le week-end sans demander. Et avant ça, elle était sortie en portant mon trench coat en laine sur mesure. Chaque fois que je protestais, la seule réponse que je recevais était une leçon méprisante sur le fait que les membres de la famille ne devraient pas être si mesquins et avares. Il y a même eu un soir où les clés de ma voiture principale ont mystérieusement disparu. Brigitte était rentrée tard cette nuit-là, en bâillant, et avait nonchalamment jeté ma clé sur la console de l'entrée. Quand je l'ai confrontée pour avoir pris mon véhicule sans permission, c'est Cornelia qui m'a grondé, m'accusant de prendre de grands airs et de faire des histoires pour un simple prêt de voiture pour une course rapide avec des amis. À cause de ces incidents continus où mes biens personnels disparaissaient et où tout le monde niait effrontément, j'avais secrètement installé une caméra de sécurité intérieure discrète il y a 6 mois pour surveiller mon espace privé. Je n'en avais parlé à personne dans la maison. Alors que je posais les assiettes du petit déjeuner sur la table, Gérard est sorti de la chambre en titubant dans son pantalon de pyjama en flanelle. Il était déjà bien après l'heure d'ouverture de son café artisanal du centre-ville, pourtant son visage était bouffi de sommeil. Tu ouvres encore le café en retard aujourd'hui? Tu rates toute la cohue des gens qui vont au travail. Gérard a tiré une chaise en bois, bâillant bruyamment. Personne ne vient si tôt ces derniers temps de toute façon. Ouvrir tôt, c'est juste gaspiller de l'électricité et du chauffage. Sais-tu seulement quel était notre chiffre d'affaires le mois dernier?
Gérard a paresseusement piqué sa nourriture avec une fourchette et a froncé les sourcils. Ne parle pas d'argent dès le matin. Tu me gâches complètement l'humeur. Je n'ai pas insisté davantage. Ce café spécialisé avait été créé avec les économies personnelles que j'avais amassées pendant 10 ans de travail, d'épuisantes heures supplémentaires, complétées par un prêt bancaire personnel substantiel que j'avais contracté à mon nom. Tandis que Gérard détenait le titre commercial de propriétaire. La grande majorité du capital investi dans l'entreprise provenait entièrement de ma sueur et de mes larmes. À ce moment, Cornelia a posé sa fourchette et m'a regardé droit dans les yeux. Aurore, concernant la conversation que nous avons eue hier. Si tu parles de t'acheter une voiture neuve, ma réponse est exactement la même qu'hier, Cornelia. Cornelia s'est frotté les genoux et a haussé la voix de façon dramatique. Mon arthrite s'aggrave tellement que je peux à peine conduire jusqu'au supermarché. Ce n'est pas comme si je demandais un énorme SUV de luxe. Tout ce que j'ai demandé, c'est une petite berline de luxe importée. Est-ce vraiment trop te demander? L'hypothèque de cette maison n'est pas encore entièrement remboursée. Nous n'avons tout simplement pas le luxe financier d'acheter une autre voiture neuve pour le moment. D'autres femmes se vantent que leur belle-fille leur achète volontiers de nouvelles voitures de luxe sans hésitation. Qui est celle qui profite vraiment d'une vie somptueuse après s'être mariée dans notre famille? J'ai posé mon verre d'eau et j'ai regardé droit dans les yeux exigeants de Cornelia. Une vie somptueuse? Le titre de propriété de toute cette maison est à mon nom, et chaque facture de service public et d'entretien est débitée directement de mon compte bancaire. Je ne peux pas t'acheter cette voiture. Le visage de Cornelia est devenu rouge de fureur. Elle a jeté sa serviette en tissu sur la table et s'est levée de sa chaise. J'ai dû être maudite pour faire entrer une femme aussi froide et têtue dans cette famille. Elle a quitté la pièce et a claqué la porte de sa chambre avec un bruit assourdissant. Gérard s'est contenté de regarder son assiette à moitié mangée et a marmonné nonchalamment, « Tu ne pourrais pas juste la lui acheter? Combien peut vraiment coûter une petite voiture? Si tu gagnes l'argent, tu devrais subvenir aux besoins de ma mère. » Comme ça, je n'aurais pas à l'entendre se plaindre toute la journée. Si tu veux tant qu'elle ait une nouvelle voiture, gagne l'argent toi-même et achète-la lui. Alors je ne dirai pas un mot non plus. Refusant de gaspiller plus d'énergie, je suis allée m'habiller pour le travail. Alors que j'enfilais mes escarpins près de la porte d'entrée, Brigitte est apparue derrière moi et a demandé d'une voix trop désinvolte, « À quelle heure rentres-tu ce soir? » J'ai une présentation client importante et des réunions d'entreprise aujourd'hui, donc je travaillerai tard au siège. Je dînerai au bureau. Brigitte a joué avec ses ongles vernis et a insisté, « Donc, tu seras coincé au bureau toute la journée? Pourquoi demandes-tu ça? Tu as besoin de quelque chose? » Brigitte a haussé les épaules nonchalamment et s'est retournée vers sa chambre. Non, je me demandais juste. Son ton particulier m'a semblé légèrement étrange pendant une seconde, mais pressée par le temps, je me suis dépêchée de sortir. Après être arrivée à mon bureau du centre-ville vers 9h50, j'ai mis mon smartphone en mode silencieux et l'ai rangé en sécurité dans ma mallette avant de me diriger vers les salles de conférence de la direction. Un peu après 13h cet après-midi-là, le téléphone fixe du salon a commencé à sonner. Plus tard, j'ai pu voir exactement ce qui s'est passé grâce aux images de sécurité enregistrées dans le salon. Cornelia était affalée sur le canapé en train de regarder un talk show. Elle s'est lentement redressée et a décroché le combiné. « Allô ?» Une voix urgente et haletante a retenti dans le haut-parleur. Ici le service des urgences du centre de traumatologie du département. Nous appelons le contact d'urgence principal trouvé à l'intérieur d'un véhicule gravement accidenté. Parlons-nous à la famille d'Aurore Leclerc? L'expression de Cornelia s'est instantanément crispée. Aurore. La berline Lincoln noire. Oui, madame. Ce véhicule a été impliqué dans une collision dévastatrice sur l'autoroute et la conductrice a été transportée d'urgence à notre service des urgences. Elle a subi un traumatisme crânien catastrophique et est actuellement dans un état critique. Ses proches doivent venir immédiatement à l'hôpital pour autoriser une opération d'urgence. Cornelia a fermement tenu le combiné contre son oreille et s'est lentement réassise sur les coussins moelleux du canapé. Le choc initial sur son visage s'est progressivement estompé,
remplacé par un calme sinistre et troublant. Est-elle très gravement blessée? Oui, madame. L'équipe médicale administre des soins de réanimation, mais elle nécessite une intervention chirurgicale immédiate. Nous avons urgemment besoin de la présence et du consentement de la famille, c'est pourquoi nous vous contactons. Cornelia est restée silencieuse pendant plusieurs longues secondes, fixant le vide sur l'écran de télévision. Puis ses lèvres se sont lentement entr'ouvertes. Dans ce cas, n'effectuez pas l'opération. Excusez-moi, madame? L'état de la patiente est extrêmement critique. Je m'en fiche. Je ne suis pas la tutrice légale de cette femme. C'est simplement une belle-fille, pas mon enfant biologique. Faites ce que vous voulez, mais je refuse de donner mon consentement. Les procédures d'urgence sont effectuées à la discrétion de notre personnel médical, mais la famille doit être présente à l'hôpital immédiatement. Veuillez prévenir toute personne qui peut venir tout de suite. Cornelia a raccroché sans un mot de plus. Elle s'est ensuite dirigée vers le réfrigérateur, a sorti une bouteille de lait à la fraise que j'avais achetée, l'a bu et a marmonné pour elle-même avec une immense satisfaction. Voilà ce qui arrive quand on traite les gens avec une telle méchanceté. Quelques instants plus tard, elle fredonnait même un air joyeux en traversant le salon. Refuser si froidement d'acheter une simple voiture à sa belle-mère. Tu as commis un péché, et maintenant tu récoltes ce que tu as semé. Chacun de ces mots glaçants et de ces actes de sang-froid a été parfaitement capturé par l'enregistrement vidéo du salon. À cette heure précise, j'étais dans la salle de conférence de la direction en train de présenter des graphiques de données financières à nos directeurs. Mon téléphone était dans mon sac, accumulant les appels manqués de l'hôpital, sans que je m'en aperçoive. Même après la fin des réunions, je suis resté tard à mon bureau pour finaliser des rapports de conformité complexes demandés par la direction de ma division. Il était bien plus de 21 heures quand j'ai finalement déverrouillé la serrure électronique de notre porte d'entrée. En enlevant mes talons dans l'entrée, j'ai appelé vers l'intérieur, je suis rentrée. Cornelia, qui était assise sur le canapé, a lentement tourné la tête. Au moment précis où ses yeux ont croisé les miens, la télécommande a glissé de ses doigts et s'est écrasée sur le sol. Toute couleur a quitté son visage, le rendant gris cendré, et elle s'est effondrée du canapé sur le parquet, en pure terreur. J'ai fait une pause en posant ma mallette et je l'ai regardée avec confusion. Cornelia, qu'est-ce qui t'arrive? Pourquoi es-tu assise par terre? Elle a pointé un doigt frêle et tremblant vers moi, ses lèvres sèches frémissant de manière incontrôlable. Toi? Comment? Pourquoi? Qu'est-ce qui ne va pas? Tu ne te sens pas bien? Cornelia a appuyé ses mains sur le sol et a reculé en pure horreur. Comment? Comment peux-tu entrer ici sur tes deux jambes? Juste à ce moment-là, la porte de la chambre principale s'est ouverte et Gérard est sorti, se frottant les yeux ensommeillés. Maman, pourquoi diable es-tu assise par terre comme ça? Cornelia ne pouvait pas formuler une phrase cohérente. Elle continuait simplement de pointer son doigt vers moi. Gérard a regardé mon visage, puis celui de sa mère. Aurore vient de rentrer du travail. Quel est le problème? Non, c'est impossible. Ça ne peut pas être. Perplexe, Gérard a vérifié l'historique des appels sur le téléphone fixe. Attends. Il y a un appel manqué du centre médical régional vers 13h cet après-midi. Les épaules de Cornelia ont visiblement sursauté avec un violent tremblement. C'est à ce moment-là que j'ai réalisé que quelque chose n'allait pas du tout. Gérard a immédiatement recomposé le numéro de l'hôpital. Allô? Oui, c'est la résidence que vous avez appelée plus tôt aujourd'hui concernant Aurore Leclerc. Ma femme est juste ici dans le salon avec moi. Une voix rapide et sérieuse a retenti à l'autre bout du fil. Le front de Gérard s'est plissé de confusion. Vous avez confirmé le véhicule grâce à l'immatriculation? Oui. C'est la Lincoln noire de ma femme. Mais qui diable la conduisait? Le visage entier de Gérard s'est figé. Vous avez trouvé des serviettes de plage et du matériel de natation dans le coffre? Instantanément, mon esprit est revenu à Brigitte me demandant avec insistance mon emploi du temps ce matin-là. La voix de Gérard s'est brisée de panique. Quel âge a la patiente? Un lourd silence a suivi.
Gérard a lentement abaissé le téléphone, les yeux écarquillés de terreur alors qu'il se tournait vers sa mère. « Maman, où est allée Brigitte aujourd'hui ?» Cornelia a enfoui son visage dans ses deux mains, tremblant violemment. « Maman, où est allée Brigitte aujourd'hui ?» Elle a dit cet après-midi qu'elle allait au lac avec ses amis. Quelle voiture a-t-elle prise ? Cornelia était totalement incapable de répondre. Gérard s'est retourné vers moi. Aurore, où est ton double de clé de voiture ? Je me suis précipitée dans ma chambre et j'ai ouvert le tiroir de la coiffeuse où je gardais toujours le double de la clé. Le compartiment était complètement vide. J'ai frénétiquement vérifié les tiroirs environnants mais n'ai rien trouvé. Elle a disparu. Le double de la clé a disparu. Gérard a perdu son sang-froid et a crié sur Cornelia, « Maman, tu as répondu à cet appel de l'hôpital cet après-midi. Qu'est-ce que tu leur as dit ?» Cornelia a levé les yeux vers Gérard, ses yeux vides de terreur. Je pensais que c'était Aurore dans cet accident. Et qu'as-tu dit aux médecins urgentistes ? La bouche de Cornelia s'est ouverte et fermée à plusieurs reprises avant qu'elle ne balbutie dans un murmure brisé, « Je leur ai dit de ne pas faire l'opération. Je leur ai dit que je n'étais pas sa famille et de la laisser tranquille. » Le visage de Gérard est devenu complètement blême de rage et d'horreur. « Tu as entendu ça du centre de traumatologie et tu n'as même pas pris la peine d'appeler mon portable une seule fois ?» Cornelia n'a pas pu prononcer un seul mot pour sa défense. Nous nous sommes précipités hors de la maison et avons filé vers l'hôpital. J'ai pris le volant tandis que Gérard, sur le siège passager, appelait frénétiquement le centre de traumatologie encore et encore, pendant que Cornelia sanglotait hystériquement sur la banquette arrière. Au moment où nous sommes entrés en courant dans le service des urgences, Gérard s'est jeté vers le bureau d'accueil du triage. La jeune patiente amenée suite à la collision sur l'autoroute plus tôt aujourd'hui. Son nom est Brigitte Montaigne. Je suis son frère. L'infirmière du triage a rapidement vérifié la base de données sur son moniteur. Vous êtes la famille de Brigitte Montaigne. Elle a été emmenée en salle d'opération il y a peu de temps. Pourquoi seulement maintenant ? L'accident a eu lieu il y a des heures. L'équipe médicale d'urgence a administré des soins de stabilisation et des soins intensifs à son arrivée, mais en raison d'un grave traumatisme crânien, une imagerie diagnostique et une surveillance approfondie étaient nécessaires. Surtout, nous n'avons pas réussi à joindre sa famille pour obtenir le consentement. Ce n'est qu'après que ses signes vitaux se sont rapidement détériorés que notre équipe chirurgicale a procédé selon le protocole d'urgence. À quelle heure a eu lieu la collision ? À 12h40 de l'après-midi. Gérard a levé les yeux vers la grande horloge murale de la salle d'attente. Les aiguilles indiquaient déjà plus de 22 heures. Dans les traumatismes crâniens graves, la pression intracrânienne d'un patient peut augmenter dangereusement pendant les premières heures cruciales. Pour l'instant, tout ce que nous pouvons faire, c'est attendre que l'équipe chirurgicale ait terminé. Gérard a retiré ses mains du bureau et a reculé, désespéré. Cornelia s'est appuyée contre le mur stérile du couloir, couvrant sa bouche de ses deux mains dans une agonie silencieuse. Je me suis assise sur une chaise d'attente en vinyle à une courte distance d'eux. Au-dessus des portes battantes du bloc opératoire, le voyant chirurgical rouge vif était allumé. Assise là, dans le couloir froid de l'hôpital, la voix de Brigitte de ce matin-là résonnait sans cesse dans ma tête, comment elle avait vérifié à 2 reprises si je serais coincée à mon bureau toute la journée. Nous avons attendu pendant cette longue et angoissante nuit. Ce n'est qu'à 4 heures du matin que la lumière rouge au-dessus de la salle d'opération s'est finalement éteinte. Le neurochirurgien en chef est sorti en tenue de bloc, et Cornelia s'est précipitée désespérément, lui barrant le chemin. Le chirurgien a baissé son masque et a parlé d'un ton calme et grave. L'opération est terminée. Cependant, en raison de l'extrême gravité du traumatisme cérébral et du retard important avant que la décompression chirurgicale puisse avoir lieu, son pronostic reste très réservé. Il est impossible de garantir si elle reprendra conscience un jour. Cornelia s'est effondrée sur le sol en linoléum à cet instant précis. Gérard a appuyé son front contre le mur, incapable de relever la tête pendant un très long moment. J'ai observé la scène depuis ma chaise, ressentant un engourdissement profond et glacial. Il était près de 6 heures du matin quand nous sommes finalement rentrés à la maison.
Au moment où la porte d'entrée s'est déverrouillée, Cornelia a trébuché au centre du salon, s'est jetée par terre et a commencé à se lamenter de manière incontrôlable. Qu'est-ce qui va arriver à ma pauvre Brigitte? Et si ma petite fille n'ouvre plus jamais les yeux? Quel terrible péché ai-je commis pour mériter une telle tragédie? J'ai enlevé mes chaussures, suis allée dans la cuisine et me suis versé un grand verre d'eau froide. Alors que je revenais dans le salon, Cornelia a soudainement pointé un doigt tremblant droit sur moi. Tout ça, c'est de ta faute. Je me suis arrêtée net, le verre toujours à la main. Cornelia, qu'est-ce que tu viens de dire? Cornelia s'est approchée de moi, ses yeux fous de chagrin et de méchanceté. Si tu n'avais pas laissé traîner ton double de clé de voiture négligemment, Brigitte ne l'aurait jamais prise. Si cette clé n'avait pas été là, elle n'aurait jamais conduit cette voiture sur l'autoroute. J'ai posé fermement le verre d'eau sur le comptoir de la cuisine. Cette clé était placée dans le tiroir de la coiffeuse de ma chambre privée. En quoi est-ce la laisser traîner négligemment? Tu aurais dû fermer le tiroir à clé, sachant que Brigitte pourrait y toucher. Pourquoi l'as-tu laissé déverrouiller? Pourquoi diable devrais-je garder les tiroirs de ma propre chambre privée sous clé? Cornelia s'est pris la tête entre les mains et a hurlé. Ma fille est à moitié morte dans une unité de soins intensifs, et tu veux rester là à discuter de détails techniques avec moi? Gérard, qui était avachi en silence sur le canapé, s'est soudainement levé sans même me regarder directement. Il a marmonné froidement, « Aurore, tu es complètement sans cœur. » En quoi suis-je sans cœur? Ma mère est dans une agonie absolue. Dois-tu vraiment lui répondre comme ça en ce moment? Donc, je suis censé accepter le blâme pour quelque chose que je n'ai pas fait? Gérard a frappé la table avec la paume de sa main. Ma sœur est dans le coma, et tu ne montres pas une once d'empathie ou d'inquiétude. J'étais complètement consternée. Après avoir passé la nuit entière à attendre à l'hôpital à leur côté, c'étaient les accusations vicieuses qu'on me lançait. Sans un mot de plus, je suis entrée dans ma chambre et j'ai verrouillé la porte derrière moi. Assise sur le bord du matelas, j'ai sorti mon smartphone et j'ai accédé aux archives cloud de la caméra de sécurité de ma chambre. Là, sur l'écran, se trouvait Brigitte devant ma coiffeuse à 11h40 du matin. La vidéo la montrait vérifiant le couloir avant d'ouvrir mes tiroirs un par un. Du fond du troisième tiroir, elle a récupéré mon double de clé, l'a examiné avec un sourire narquois, l'a glissé dans sa poche et a quitté la pièce. Après avoir vérifié ces images, j'ai ouvert le flux de sécurité du salon. À 13h04 de l'après-midi, l'enregistrement montrait clairement Cornelia répondant au téléphone, refusant catégoriquement le traitement médical pour la conductrice et raccrochant. Il la capturait en train de fredonner joyeusement et de célébrer ce qu'elle croyait être ma mort. Après avoir regardé le clip entier non édité, je suis retournée directement dans le salon. Cornelia pleurait toujours par terre avec Gérard assis à côté d'elle. Je me suis tenue fermement devant eux, mon téléphone à la main. Cornelia, aimerais-tu voir exactement comment ta fille a pris ma clé de voiture? Cornelia a levé son visage strié de larmes. De quoi parles-tu? J'ai tourné l'écran et j'ai appuyé sur play. La vidéo montrait clairement Brigitte fouillant dans mes tiroirs privés et prenant la clé sans permission. Les yeux de Cornelia se sont écarquillés d'incrédulité. Qu'est-ce que c'est que ça? Tu as installé une caméra de surveillance cachée dans cette maison? Parce que mes affaires personnelles n'arrêtaient pas de disparaître sans explication, j'ai installé une caméra pour protéger ma chambre. Gérard s'est jeté en avant, tentant de m'arracher l'appareil des mains. J'ai rapidement retiré ma main. N'ose pas toucher mon téléphone. Gérard m'a fusillé du regard. As-tu perdu la tête, espionner ta propre famille avec des caméras de surveillance? On m'a pris mes soins de la peau coûteux, mes sacs de créateur, et ma voiture à plusieurs reprises. Et à chaque fois, vous deux m'avez dit qu'une famille ne devrait pas se plaindre. C'est pourquoi j'ai gardé des preuves. Cornelia s'est relevée du sol, pointant agressivement son doigt vers mon nez. Et alors? Essaies-tu de dire que l'état de Brigitte est de notre faute? J'ai répondu sans une seconde d'hésitation. Brigitte a pris ma voiture sans ma permission et a causé un accident. Ce n'est pas ma faute, et je n'en porte aucune responsabilité. Cornelia a fermé la bouche. Puis, après une brève pause,
Elle a pivoté avec une impudence étonnante. Très bien, mettons ça de côté. Qu'est-ce que tu vas faire pour les factures d'hôpital? Je l'ai regardé, me demandant sincèrement si j'avais mal entendu. Qu'est-ce que tu viens de demander? Cornelia s'est assise sur le canapé, se massant les jambes. As-tu la moindre idée du coût astronomique d'une facture d'unité de soins intensifs dans ce pays? Il y a les opérations d'urgence, les médecins spécialistes en traumatologie, et les dommages de l'accident de voiture. Tu dois prendre en charge les frais médicaux. Un rire creux et incrédule m'a échappé. Pourquoi devrais-je payer pour ça? Parce que tu es la seule dans ce foyer à gagner un vrai salaire d'entreprise. Gérard a ajouté d'un ton défensif sur le côté. Tu sais, les revenus du café sont au plus bas ces derniers temps. Même si je voulais aider, je n'ai pas ce genre d'argent. Je me suis tournée vers Gérard. Avec l'argent de qui ce café a-t-il été ouvert en premier lieu? Le visage de Gérard s'est assombri. Tu vas vraiment ramener ça sur le tapis encore une fois? J'ai payé la caution du bail commercial. J'ai acheté les machines à expresso. Et j'ai contracté un prêt personnel à mon nom que je rembourse encore chaque mois. Nous sommes mari et femme. Pourquoi traces-tu constamment des lignes entre ce qui est à toi et ce qui est à moi? Alors dis-moi, Gérard, qu'as-tu contribué à ce foyer au cours des 5 dernières années? Gérard s'est étranglé avec ces mots et a détourné les yeux. Cornelia a élevé sa voix stridente depuis le canapé. Ta belle-sœur s'accroche à la vie, et tu veux être aussi mesquine pour de l'argent? J'ai regardé les deux et j'ai parlé avec une finalité absolue. Je ne paierai pas un seul centime. Ces factures médicales sont à la charge de sa famille biologique. Le salon est tombé dans un silence de mort. Espèce de monstre sans cœur et au sang-froid, a sifflé Cornelia. Je ne lui ai pas fait l'honneur d'une réponse. Je suis retournée dans ma chambre, j'ai verrouillé la porte et j'ai immédiatement sauvegardé tous les fichiers vidéo bruts et les dossiers financiers sur un disque cloud sécurisé. C'est à ce moment précis que j'ai pris la décision définitive. J'allais quitter ce mariage toxique une fois pour toutes. À partir de cet après-midi-là, mon téléphone a commencé à sonner sans cesse. Le premier appel venait de la tante maternelle de Gérard, tante Joséphine. Aurore, comment peux-tu être si cruelle? Brigitte est dans le coma et tu refuses d'aider à payer ses factures médicales. Tante Joséphine, ce n'est pas moi qui ai causé cet accident. J'ai tout appris de Cornelia. Elle m'a dit que Brigitte conduisait ta voiture quand l'accident s'est produit. Elle a pris mon véhicule à mon insu et sans mon consentement. Est-ce vraiment le moment de se disputer sur la permission? Sais-tu à quel point ta belle-mère pleure? L'appel s'est terminé brusquement. Des appels téléphoniques similaires de divers beaux-parents ont afflué tout au long de la soirée. Cornelia m'avait clairement dépeinte à toute la famille élargie comme un monstre vicieux qui avait causé la tragédie de Brigitte et l'avait abandonnée. Après quelques appels, j'ai complètement cessé de répondre à mon téléphone. Au cours des jours suivants, Gérard est devenu de plus en plus instable. Chaque fois qu'il revenait de l'hôpital, il puait le bourbon bon marché. Une nuit, il est rentré complètement ivre et a jeté un verre contre le mur. Le bruit du verre brisé a fait accourir Cornelia de sa chambre. « Gérard, mon chéri, que s'est-il passé ?» Gérard s'est pris la tête dans les mains et a crié. Elle n'a pas ouvert les yeux aujourd'hui non plus. Peu importe combien de fois j'ai appelé son nom, il n'y a eu aucune réponse cérébrale. Il a violemment donné un coup de pied dans une chaise de salle à manger. Alors que je me tenais près de ma porte, me préparant à entrer, Gérard m'a aperçu et a grogné. « Qu'est-ce que tu regardes? Si seulement tu avais payé pour des spécialistes privés de premier ordre, les choses ne se seraient pas si mal passées. » Je n'ai rien dit, je suis entrée dans ma chambre et j'ai tourné le verrou. À ce stade, ma chambre verrouillée était le seul sanctuaire qui me restait dans cette maison. À peu près à cette époque, en examinant nos relevés bancaires communs en ligne, une série de transactions suspectes a attiré mon attention. Assise sur mon lit, j'ai scruté les registres de facturation ligne par ligne. Parmi les frais classés comme coûts opérationnels de routine du café se trouvait une dépense de plus de 300 € dans un restaurant d'hôtel de luxe, ainsi qu'un achat dans une boutique haut de gamme spécialisée dans la maroquinerie féminine de créateurs. J'ai vérifié les horodatage plusieurs fois.
Ces transactions avaient eu lieu un samedi après-midi, à peine 3 jours avant l'accident de voiture de Brigitte. Troublée par ces dépenses, j'ai décidé de visiter le café de Gérard en personne sans le prévenir. L'entreprise était située dans un quartier commercial calme, à 2 arrêts de train du principal pôle de transport, une vitrine pour laquelle j'avais personnellement financé une rénovation complète et installé une toute nouvelle enseigne artisanale 3 ans plus tôt. Quand je suis arrivé devant le café, une pancarte en papier indiquant « pause temporaire » était collée sur la porte vitrée. Les lumières intérieures étaient tamisées. Au moment où ma main a atteint la poignée de porte en laiton, je me suis figé. À travers la vitre, assis dans une cabine d'angle isolée, se trouvaient 2 personnes. Je me suis décalé sur le côté, pressant mon dos contre le mur de briques près d'une fenêtre ouverte. C'était Gérard. Assise juste en face de lui se trouvait Mélanie, la jeune barista qu'il avait embauchée plusieurs mois auparavant. 2 lattes étaient posées entre eux sur la table en bois. Mélanie s'est penchée en avant et a doucement posé sa main sur celle de Gérard. Gérard a retourné sa main, entrelaçant ses doigts avec les siens, et a tendrement glissé une mèche de cheveux rebelles derrière son oreille. Je ne suis pas entré en trombe. Le harcèlement moral vicieux et le blâme que j'avais enduré de la part de Cornelia et de Gérard la semaine précédente m'ont traversé l'esprit. Si je les confrontais simplement avec des mots, ils nieraient tout et retourneraient la situation contre moi. J'ai discrètement sorti mon smartphone de mon sac, je me suis assuré que le son de l'obturateur était désactivé, et j'ai commencé à enregistrer à travers la vitre. Comme la fenêtre à un poste était légèrement entr'ouverte, leur voix parvenait clairement jusqu'à la ruelle. « Gérard, qu'est-ce que tu vas faire pour les factures d'hôpital de ta sœur ?» demanda doucement Mélanie. Gérard s'est adossé au coussin de la banquette et a ricané. « Pourquoi devrais-je payer ? Ma femme devra bien finir par cracher l'argent. Pourtant, c'est ta vraie sœur. » Gérard a ricané. Si Brigitte s'est retrouvée dans cet état, c'est finalement à cause de la voiture de cette femme. Si Aurore avait bien géré ses clés de voiture, rien de tout ça ne serait arrivé. J'ai serré les dents en silence et j'ai gardé la caméra stable. Mélanie a gloussé de façon enjouée. « Tu es si terriblement méchant. » Gérard s'est approché de Mélanie, baissant la voix d'un air conspirateur. « Sois juste patiente un peu plus longtemps. Une fois que tout ce bazar sera réglé, ce sera fini. » Qu'est-ce qui sera fini ? Une fois que j'aurai finalisé le divorce, je transférerai l'acte de propriété de tout ce café à ton nom. Les yeux de Mélanie se sont illuminés d'excitation. Es-tu sérieux ? T'ai-je déjà menti ? Tu n'as aucune idée à quel point c'était suffocant de vivre avec cette femme juste parce qu'elle gagne bien sa vie. Elle me regarde de haut. Mélanie a passé son bras autour du biceps de Gérard et a posé sa tête sur son épaule. Je suis toujours de ton côté, Gérard. Gérard a passé son bras autour de sa taille. Je n'ai arrêté d'enregistrer que lorsqu'ils se sont finalement levés. La vidéo durait 4 minutes et 40 secondes. En glissant mon téléphone dans mon sac, je suis parti. Ce n'est qu'en atteignant l'avenue animée que je me suis arrêté pour reprendre mon souffle. La rage brûlait dans ma poitrine, mais je savais que sécuriser les preuves était bien plus important qu'une confrontation émotionnelle. Juste à ce moment-là, mon téléphone a sonné. C'était un numéro inconnu. Est-ce Aurore Leclerc ? Oui, c'est moi. Ici la division de la circulation du commissariat de police. Nous appelons concernant la récente collision de véhicules majeurs. Comme le véhicule impliqué est immatriculé à votre nom, il y a des points spécifiques que nous devons clarifier. L'un des occupants de l'autre véhicule a subi des blessures catastrophiques et nous devons vérifier la chronologie et la responsabilité de propriété avec le représentant légal de la victime. Pourriez-vous venir au commissariat mardi prochain matin ? J'ai mesuré mes mots avec soin avant de répondre. Officier, je n'étais pas la personne qui conduisait le véhicule au moment de l'accident. Oui, nous sommes au courant de ce fait. Cependant, en tant que propriétaire enregistré, nous avons besoin de votre déclaration officielle concernant les circonstances avant et après l'incident. Après avoir raccroché, j'ai passé un long moment à marcher dans les rues de la ville avant de finalement rentrer chez moi. Mardi matin, j'ai pris une demi-journée de congé personnel et je suis arrivé au commissariat.
Quand on m'a fait entrer dans la salle d'interrogatoire, un homme était déjà assis de l'autre côté de la table, vêtu d'un costume en laine anthracite impeccable, un dossier juridique structuré posé devant lui. Il a levé les yeux. Je l'ai reconnu immédiatement. C'était maître Tristan Bernard. Il était associé principal du prestigieux cabinet d'avocats qui s'occupait des examens de contrats pour mon employeur, et nous nous étions croisés lors de plusieurs réunions d'affaires à enjeux élevés. Tristan m'a reconnu également et s'est levé poliment. Madame la directrice Aurore Leclerc, qu'est-ce qui vous amène ici? Maître Bernard, pourquoi êtes-vous ici? Tristan a posé sa main sur le dossier juridique et a expliqué, je représente la victime de cette collision. L'homme grièvement blessé dans l'autre véhicule est mon cousin germain, Henri Bernard. Je suis resté momentanément sans voix, puis je me suis assise en face de lui. Tristan a ouvert le dossier et a continué d'un ton sérieux. Mon cousin Henri est actuellement dans un état critique, incapable de s'asseoir seul, avec 2 jeunes enfants à la maison. Je suis terriblement désolé. Vous n'étiez pas au volant, Aurore. Donc, je ne suis pas ici pour exiger des excuses personnelles de votre part. Cependant, notre partie doit établir la responsabilité légale absolue pour cet accident catastrophique. Tristan a fait une pause, étudiant mon visage avant d'ajouter. Cela dit, hier, votre belle-mère et votre mari ont personnellement contacté la famille de la victime. J'ai brusquement levé la tête. Que leur ont-ils dit? Ils ont prétendu que la collision s'était produite à cause d'une défaillance mécanique due à un entretien négligent et ont insisté sur le fait que vous, en tant que seul propriétaire enregistré, assumeriez l'entière responsabilité civile et financière. Je suis resté complètement sans voix. Non seulement ils me blâmaient en privé à la maison, mais ils tentaient aussi activement de me faire porter la responsabilité légale aux yeux du monde extérieur. Quand je suis rentré à la maison cet après-midi-là, Cornelia et Gérard étaient assis côte à côte sur le canapé du salon. Au moment où j'ai franchi la porte, Cornelia a parlé d'un air suffisant. « Tu es allé au commissariat, n'est-ce pas? As-tu géré les choses correctement ?» J'ai posé mon sac et je les ai regardés tous les deux. Vous deux avez contacté la famille de la victime et leur avez dit que j'assumerais l'entière responsabilité de l'accident. Gérard a croisé les jambes et a répondu sans honte. La voiture est à ton nom, donc bien sûr que tu es responsable. Ta sœur a pris ce véhicule sans mon consentement. Cornelia a agité la main avec dédain. La voler? Quelle absurdité! Un membre de la famille qui emprunte une voiture pour faire une course, ce n'est pas du vol. Je n'ai pas perdu une seconde de plus à argumenter. J'en avais complètement fini d'essayer de raisonner avec eux. Tard cette nuit-là, je me suis assise à mon bureau et j'ai méticuleusement compilé chaque preuve que j'avais recueillie. Premièrement, j'ai catalogué la vidéo de 4 minutes et 40 secondes enregistrée au café. Deuxièmement, j'ai sécurisé les images de sécurité du salon montrant Cornelia riant et fredonnant après avoir ordonné à l'hôpital de ne pas soigner la conductrice. Troisièmement, j'ai organisé les images de la chambre de Brigitte prenant la clé de voiture de mon tiroir, ainsi que les anciens journaux de mes biens manquants. Enfin, j'ai rassemblé les relevés bancaires et les reçus de virement, démontrant que chaque euro pour la caution du bail commercial du café et l'équipement professionnel provenait de mes comptes personnels. Au moment où j'ai fini de compiler le dossier numérique, l'horloge indiquait plus de 3 heures du matin. J'ai ouvert mon client de messagerie, j'ai entré l'adresse directe de Tristan Bernard et j'ai tapé « Maître Bernard, c'est Aurore Leclerc. Je voudrais demander une consultation juridique privée. J'ai des preuves et des faits critiques que je dois vous divulguer concernant toute cette situation. » Après avoir hésité un bref instant, j'ai cliqué sur « Envoyer ». Sa réponse est arrivée cet après-midi-là. Un message concis me demandant de visiter son cabinet d'avocat à 19h ce soir-là. En quittant mon immeuble de bureau, je me suis dirigé directement vers la tour de son cabinet en centre-ville. Le bureau privé de Tristan était situé au 12e étage. Quand je suis entré, Tristan s'est levé de son bureau en acajou et a tiré un fauteuil en cuir pour moi. « Veuillez vous asseoir. » J'ai posé mon sac à main sur mes genoux et je me suis assise. « D'abord, je pense que je vous dois de sincères excuses, Maître Bernard. » Tristan a poussé un verre d'eau vers moi et a répondu doucement. « J'ai été assez sévère au commissariat.
Étant donné l'état grave d'Henri, mes émotions étaient exacerbées. Vous n'avez pas besoin de vous excuser. Vous aviez tout à fait le droit d'être ferme. Tristan a ouvert un bloc-notes juridique. Votre email mentionnait que vous aviez des documents que vous vouliez que j'examine. J'ai baissé les yeux sur le verre d'eau pendant une seconde avant de parler. L'après-midi de la collision, le centre de traumatologie a appelé notre ligne fixe. Ma belle-mère a répondu à cet appel. Oui. Croyant que la conductrice blessée était moi, elle a explicitement ordonné au personnel médical de ne pas effectuer d'opération d'urgence. Elle a déclaré qu'elle n'était pas ma tutrice et a raccroché le téléphone. Tristan a arrêté d'écrire au milieu de sa phrase. Il a levé la tête et m'a regardé avec incrédulité. Avez-vous été témoin de cette déclaration en personne? Non, j'ai des preuves vidéo et audio en haute définition. J'ai récupéré mon téléphone de mon sac à main. Parce que mes biens avaient été pris à plusieurs reprises, j'avais installé un système de sécurité privé dans la maison. Toute la séquence des événements de cet après-midi a été enregistrée. Tristan s'est penché et a regardé les images sur l'écran de mon téléphone. Quand la vidéo a montré Cornelia raccrochant le récepteur et fredonnant nonchalamment un air en traversant la pièce, ses yeux sont restés fixés sur l'écran avec un étonnement froid. Possédez-vous les fichiers bruts originaux non édités de cet enregistrement? Oui, je les ai stockés dans un référentiel cloud sécurisé. Ne les supprimez jamais. N'éditez ni n'altérez une seule image. Tristan a immédiatement enchaîné. Avez-vous d'autres documents? J'ai présenté le reste des preuves. Je lui ai montré la vidéo de 4 minutes et 40 secondes filmée à travers la fenêtre du café ainsi que les relevés de transactions bancaires prouvant que les fonds de l'entreprise provenaient entièrement de mes comptes et de prêts personnels. Tristan a examiné les feuilles de calcul financières et a demandé « La licence commerciale du café est au nom de votre mari ?» Oui, mais chaque euro de la caution commerciale et de l'équipement a été financé par moi. J'ai contracté des prêts personnels, et je rembourse encore cette dette. La maison est aussi uniquement à mon nom. Tristan a posé son stylo et m'a regardé avec une clarté perçante. Aurore, ce n'est plus simplement une question de responsabilité automobile. Vous devez engager une procédure de divorce immédiatement. J'ai serré mes mains sur mes genoux. C'est précisément ce que j'ai l'intention de faire. Alors nous devons aborder cela sur 2 fronts distincts. Premièrement, le partage des biens matrimoniaux et l'infidélité conjugale. Deuxièmement, la responsabilité civile et pénale entourant la collision de véhicules. Puisque la famille de votre mari tente activement de vous faire porter la responsabilité de l'accident, nous devons construire une défense en béton. Parce que la voiture est à mon nom, suis-je légalement obligé de porter toute la responsabilité? Le seul titre de propriété ne dicte pas automatiquement l'entière responsabilité en vertu du droit de la responsabilité civile, surtout lorsqu'il existe des preuves vidéo claires et horodatées montrant que votre belle-sœur a pris le véhicule illégalement sans votre autorisation. Nous établirons immédiatement une utilisation non autorisée. Les images de ma belle-mère refusant la chirurgie seront-elles utiles? Bien que cela constitue une affaire distincte de l'impact initial sur la route, c'est une preuve cruciale démontrant la malveillance familiale, l'intention de transférer la responsabilité, et la négligence grave en omettant de notifier la famille. Ce qui a aggravé l'état de santé de la conductrice. Cela offre un levier immense. Entendre ces mots m'a apporté une immense vague de soulagement. Pour la première fois depuis le début de ce cauchemar, quelqu'un me disait que je n'étais pas destinée à être le bouc émissaire. Tristan a continué, cependant, ne rentrez pas chez vous pour annoncer votre intention de divorcer tout de suite. Nous devons organiser chaque divulgation financière et exécuter les dépôts légaux méthodiquement. Que devrais-je préparer d'autre? Tristan a tapoté son bloc-notes. Nous avons besoin de preuves complètes de l'affaire de votre mari, de la documentation retraçant où les flux de trésorerie du café ont été détournés, et des copies certifiées des registres d'admission du service de traumatologie de l'hôpital. Je vais commencer à examiner vos documents actuels immédiatement. Puis-je obtenir ces registres médicaux? Il existe des protocoles de découverte légale stricts pour les registres médicaux. Je déposerai les assignations et les demandes formelles de notre côté. Laissez-moi m'en occuper. J'ai légèrement incliné la tête.
Merci beaucoup, maître Bernard. Tristan a agité doucement la main. Je m'occupe aussi de cette affaire pour mon cousin Henri. Nous devons découvrir la vérité absolue. Au cours des jours suivants, j'ai fourni à Tristan chaque document financier demandé. En croisant les comptes bancaires du café avec les relevés de Gérard, une divergence alarmante est apparue. 4 mois plus tôt, une somme de 40 000 € avait été transférée directement du compte du café pour financer une caution de location pour un appartement. Lorsque nous avons vérifié les registres du contrat de location, la locataire indiquée n'était autre que Mélanie. En tenant cette documentation dans un café près du bureau de Tristan, je suis restée paralysée de dégoût. Il y a 4 mois, c'était précisément le moment où Gérard m'avait supplié de lui donner de l'argent, prétendant que la machine à expresso du café était cassée et que les affaires allaient mal. Croyant ces mensonges, j'avais contracté un crédit personnel supplémentaire pour acheter du matériel neuf pour sa boutique. Il n'avait pas manqué de fonds. Il avait simplement détourné le capital de l'entreprise vers un appartement pour sa maîtresse tout en me saignant à blanc. Le jeudi suivant, j'ai accompagné Tristan au centre médical régional pour inspecter les registres d'admission. Tristan a initié les demandes légales formelles pour les horodatage de tous les appels d'urgence sortants et les notes cliniques du personnel de traumatologie présent. L'infirmière de triage de service m'a reconnu immédiatement. « Vous êtes le membre de la famille qui est arrivé tard ce soir-là, n'est-ce pas ?»« Oui, c'est moi. » Je me souviens très bien que notre personnel a essayé à plusieurs reprises de joindre les contacts d'urgence parce que nous ne pouvions pas procéder avec les protocoles de consentement standard. La rupture de communication a été documentée dans le registre d'admission. Nous demanderons ces registres officiels par le biais d'une assignation légale formelle, a déclaré Tristan. Compris. Une fois que le service juridique recevra les documents, ils traiteront les copies certifiées. Quelques jours plus tard, après avoir finalisé l'ensemble du dossier de preuve, Tristan m'a regardé et a dit « Nous sommes entièrement préparés. Nous pouvons déposer la demande de divorce et de dommages et intérêts maintenant. » J'ai baissé les yeux sur les dossiers juridiques structurés sur son bureau. Allons-y. Le vendredi soir suivant, je suis rentrée chez moi, prête à mettre fin à ce mariage. Sur la table basse du salon, j'ai disposé des copies des documents juridiques que Tristan et moi avions préparés, la demande de divorce pour différends irréconciliables et adultères, la documentation de gel des avoirs, et le dossier complet de preuves concernant la liaison de Gérard avec Mélanie. Je me suis assise sur le canapé et j'ai attendu. Un peu après 20 heures, la porte d'entrée s'est déverrouillée. Gérard est entré, suivi de près par Cornelia. En arrivant dans le salon, les yeux de Gérard se sont posés sur l'épaisse pile de documents juridiques sur la table, et il s'est arrêté net. Il a ramassé le premier document, a parcouru la première page, et son visage est instantanément devenu rouge de colère. Il a jeté les papiers par terre. Qu'est-ce que c'est que ça ? Je me suis levée du canapé, le regardant avec un détachement total. C'est exactement ce que ça semble être. Je divorce. As-tu complètement perdu la tête ? Je suis allée à ton café samedi dernier après-midi, Gérard. Toute couleur a quitté le visage de Gérard. Quoi ? De quoi parles-tu ? J'ai levé mon smartphone et j'ai appuyé sur play. La vidéo de Mélanie s'accrochant au bras de Gérard a rempli la pièce, accompagnée de la voix enregistrée et claire de Gérard, promettant de transférer le café à son nom une fois notre divorce finalisé. Cornelia a regardé l'écran, puis s'est tournée vers son fils, complètement choquée. « Gérard, qu'est-ce que c'est ?» Paniqué et enragé, Gérard s'est jeté en avant pour m'arracher le téléphone des mains. J'ai reculé rapidement, protégeant l'appareil derrière mon dos. Ne te fatigue pas. Les fichiers originaux sont stockés chez mon avocat. Soudain, Cornelia a crié comme une folle et m'a chargé, ses mains tendues pour attraper mes cheveux. Espèce de monstre comploteur. Comment oses-tu essayer de ruiner mon fils ? J'ai immédiatement esquivé son attaque, me repliant vers le couloir. Juste à ce moment-là, 2 policiers que j'avais prévenus à l'avance en raison de la menace imminente de violences domestiques ont frappé fermement et sont entrés par la porte d'entrée déverrouillée. Reculez. Ne vous touchez pas, a ordonné l'officier principal, s'interposant entre Cornelia et moi.
Cornelia a tourné ses cris vers les officiers. Officier, cette femme essaie de nous mettre à la porte de notre propre maison. J'ai regardé les officiers et j'ai déclaré calmement, officier, le titre de propriété de cette maison est uniquement à mon nom. Je demande le divorce et une ordonnance de protection d'urgence, et ces individus m'ont physiquement agressé et menacé. Cornelia m'a fusillé du regard. Tu nous jettes vraiment à la rue? L'officier s'est adressé fermement à Gérard et Cornelia. Étant donné la volatilité domestique, vous deux devez quitter les lieux pour la soirée. Les litiges de propriété et de résidence doivent être résolus par les tribunaux de la famille. Préparez vos affaires essentielles et sortez. L'attitude arrogante de Gérard s'est finalement brisée. Il a baissé la voix, suppliant désespérément. Aurore, s'il te plaît, parlons-en. Nous ne sommes pas obligés d'aller jusqu'au tribunal. Je l'ai regardé droit dans les yeux. Toute communication ultérieure se fera exclusivement par l'intermédiaire de mon conseil juridique. Sous la surveillance de la police, Gérard et Cornelia ont fait quelques sacs pour la nuit au milieu de grognements furieux et ont été escortés hors de la maison. Le reste de leurs effets personnels devait être récupéré à une date ultérieure approuvée par le tribunal. La lourde porte d'entrée s'est refermée et un silence extraordinaire et absolu est tombé sur la maison. J'ai lentement ramassé les papiers juridiques éparpillés sur le sol et je les ai placés soigneusement sur la table. M'approchant de la fenêtre du salon, j'ai écarté les stores et j'ai regardé en bas. Debout sous les lampadaires, près de la pelouse, se trouvaient Gérard et Cornelia. Cornelia secouait les poings vers ma fenêtre, criant silencieusement dans la nuit. Pas un seul son n'a pénétré le double vitrage. J'ai fermé les stores, je suis allé dans la cuisine et je me suis versé un verre d'eau. Pendant 5 longues années, j'avais marché sur des œufs dans cette maison, répondant à leurs exigences ingrates. Cette nuit-là, pour la toute première fois, ma maison était vraiment paisible. J'ai lavé le verre, éteint les lumières et je suis allé dormir. Un mois s'est écoulé après leur départ. Bien que les premiers jours à prendre mon petit déjeuner seul m'aient semblé un peu étrange, en 2 semaines, l'indépendance tranquille est devenue le plus grand réconfort que j'ai jamais connu. Notre première séance de médiation judiciaire officielle était prévue pour le dernier mercredi de ce mois. En marchant dans le couloir de marbre poli du palais de justice, Tristan a ajusté sa mallette en cuir et m'a regardé. « Vous sentez-vous nerveuse ?» J'ai levé la main, montrant un léger tremblement dans mes doigts. Ma main n'arrête pas de trembler. C'est tout à fait naturel. Je m'occuperai de toutes les présentations juridiques aujourd'hui. Vous n'aurez à parler que si on vous adresse directement la parole. Merci, Tristan. À l'intérieur de la salle de conférence, Gérard était déjà assis à la table adverse. Il portait un costume bleu marine froissé, les poignets de sa chemise effilochés, et son visage semblait creusé et épuisé. À côté de lui, son avocat ajustait nerveusement ses lunettes tout en feuilletant des dossiers. Gérard m'a regardé, sa voix. Aurore. Je l'ai complètement ignoré et j'ai pris ma place à côté de Tristan. Tristan a systématiquement présenté nos preuves devant le médiateur, des relevés bancaires certifiés retraçant le capital initial pour le bail du café, les reçus pour chaque pièce d'équipement commercial, et la piste bancaire médico-légale montrant le retrait non autorisé de 40 000 € transférés sur le bail résidentiel de Mélanie 4 mois plus tôt. L'avocat de Gérard s'est penché, chuchotant frénétiquement à l'oreille de Gérard avant de s'éclaircir la gorge. Cette somme n'était qu'un prêt commercial temporaire à une employée. Tristan a demandé d'une voix calme et acérée, la défense pourrait-elle fournir une reconnaissance de dette signée ou un accord de prêt exécuté avant le transfert? Gérard est resté assis dans un silence paralysé. Tristan a ensuite présenté l'enregistrement numérique du café. Gérard a enfoui son visage dans ses mains alors que sa propre voix enregistrée remplissait la pièce, promettant explicitement de céder le café à Mélanie après s'être débarrassé de son mariage. La médiation s'est terminée sans aucune concession accordée à Gérard. En sortant dans le couloir, Gérard m'a attrapé désespérément l'avant-bras. « Aurore, s'il te plaît, ne me prends pas le café. » J'ai retiré mon bras avec force. Qui a payé pour que cette entreprise existe en premier lieu? J'y ai travaillé tous les jours pendant 3 ans. Et nous avons tous vu la vidéo de ce que tu faisais exactement en y travaillant.
Gérard a plaidé, sa voix tremblant de désespoir. S'il te plaît, donne-moi une chance de plus. Je n'ai nulle part où aller, Aurore. J'ai regardé son visage, un visage avec lequel j'avais partagé le petit déjeuner chaque matin pendant 5 ans, et je n'ai ressenti qu'une profonde indifférence. Va demander de l'aide à ta mère. Laissant ces derniers mots derrière moi, je me suis retournée et je suis partie. Les procédures judiciaires suivantes ont progressé de manière décisive. Le juge aux affaires familiales a méticuleusement examiné la piste financière du café, le détournement frauduleux des biens matrimoniaux vers Mélanie, et les preuves détaillées de l'infidélité. La décision finale a été écrasante. Le tribunal m'a accordé la pleine propriété et le titre de l'entreprise commerciale, a ordonné à Gérard et Mélanie de rembourser conjointement les 40 000 € de fonds détournés, et a accordé un divorce absolu sans aucune pension alimentaire pour Gérard. Quand j'ai poussé les lourdes portes du palais de justice, la lumière du soleil de l'après-midi était aveuglante. Debout au bas des grandes marches en pierre, j'ai regardé le jugement de divorce officiel dans mes mains. Mes doigts ne tremblaient plus. Tristan s'est arrêté à côté de moi et a levé la paume avec un sourire chaleureux. Félicitations, Aurore. Vous l'avez fait. J'ai regardé sa main ouverte un instant, puis je lui ai tapé dans la main. Le son sec a résonné sur la place, et avant que je ne m'en rende compte, un éclat de rire sincère m'a échappé. J'ai ri si fort que les larmes me sont montées aux yeux, et je les ai essuyées avec le dos de ma main. Tristan a sorti un mouchoir en lin impeccable de la poche de son costume et me l'a offert. Je pense que vous avez le droit de pleurer aujourd'hui. Prenant le mouchoir, j'ai souri à travers mes larmes. Ce sont des larmes de pure joie. Je sais. Suite au jugement du tribunal, l'expulsion formelle et le transfert du café ont commencé. Gérard a reçu un avis juridique officiel de quitter les lieux avant une date fixée. L'après-midi désigné, je suis arrivée au café accompagnée de Tristan. En poussant la porte vitrée, j'ai trouvé Gérard debout derrière la caisse tandis que Mélanie essuyait silencieusement des tasses dans la salle. Tous deux se sont figés en nous voyant. C'est toujours ma boutique, a protesté faiblement Gérard. Tristan s'est avancé, présentant l'ordonnance du tribunal. L'avis d'expulsion vous a été signifié légalement. La propriété doit être restituée aujourd'hui. Gérard a secoué la tête dans un déni obstiné. Je ne pars pas. Mélanie a claqué un verre sur le comptoir et s'est retournée contre Gérard. Tu avais promis que tout ce café serait à moi. Et ma caution d'appartement ? Le tribunal dit que je dois rembourser ces 40 000 €. Qu'est-ce que je suis censée faire maintenant ? Tais-toi, Mélanie. Pas maintenant. Les deux se sont immédiatement lancés dans une dispute acharnée, se pointant du doigt et se rejetant la faute de leur ruine. Tristan a demandé aux huissiers de superviser le retrait pacifique de leurs effets personnels. Ce n'est qu'après que Gérard et Mélanie aient été escortés hors des lieux que le calme est finalement revenu. Je me tenais au centre du café, regardant autour de moi. Sur une table d'angle se trouvaient 2 tasses de café à moitié finies. Je les ai portées à l'évier, j'ai ouvert le robinet et je les ai lavées. Puis je suis sortie, j'ai affiché une pancarte « Fermée pour rénovation » sur la porte vitrée et j'ai baissé le rideau de sécurité en métal. Le bruit a résonné dans la ruelle comme la fermeture d'un sombre chapitre. Au cours des 2 semaines suivantes, j'ai complètement transformé le café. J'ai fait installer de nouveaux parquets, repeint les murs dans des tons crème chauds et accueillants, remplacé l'enseigne extérieure par un tout nouveau nom, et confié la gestion quotidienne à Karine, une jeune collègue talentueuse de mon ancienne université qui était une barista expérimentée. Le jour de l'ouverture, Karine a noué son tablier autour de sa taille et m'a souri radieusement. Aurore, l'endroit est absolument magnifique. Levant les yeux vers la nouvelle enseigne élégante reflétée dans la vitre, j'ai souri doucement. J'espère que seules de bonnes et honnêtes choses se passeront dans cet espace à partir de maintenant. De bonnes nouvelles ont suivi à mon travail également. Un contrat majeur de plusieurs millions d'euros que j'avais mené pendant 2 ans a été officiellement finalisé. Le jour de l'annonce, le directeur de la division m'a appelé dans son bureau. Aurore, le conseil d'administration a approuvé votre promotion. À compter du mois prochain, vous êtes nommée directrice générale de la division. Je me suis levée, étonnée.
Moi, directeur du bois? Vos indicateurs de performance et votre leadership sur ce compte majeur en ont fait une décision unanime. Quand je suis retourné à mon étage, mes collègues ont éclaté en applaudissements et en félicitations. Ce soir-là, sur le chemin du retour, je me suis arrêté dans une boutique de luxe et je me suis acheté un magnifique manteau en laine de créateur, un manteau qui m'appartenait entièrement, que je n'aurais plus jamais à cacher dans un placard fermé à clé. Des nouvelles de Cornelia et de Gérard me parvenaient occasionnellement par des connaissances communes. Dépouillés du café et accablés de dettes juridiques, leur situation de vie s'était considérablement détériorée. J'écoutais les ragots sans émotion. Leur vie n'était plus mon problème. Le samedi suivant ma promotion officielle, j'ai contacté Tristan Bernard, l'invitant à dîner dans un restaurant au bord de l'eau pour le remercier de son soutien indéfectible. Quand je suis arrivé au restaurant, Tristan attendait déjà à notre table réservée. En m'approchant, il s'est levé et m'a présenté un magnifique bouquet. « Qu'est-ce que c'est ?» ai-je demandé, surprise. Tristan a posé les fleurs sur la nappe en lin et a souri chaleureusement. « J'ai entendu la nouvelle de votre promotion au poste de directrice générale. Félicitations, Aurore. Comment l'avez-vous découvert ? Notre cabinet s'occupe des dépôts juridiques de votre entreprise, vous vous souvenez ? J'ai ri et j'ai accepté le bouquet. Ce n'était pas un arrangement cliché de roses rouges, mais un élégant bouquet de pivoine blanche parfumée et de gypsophile. Pendant le dîner, nous avons à peine parlé des batailles juridiques. Tristan a partagé que son cousin Henri avait commencé à retrouver une fonction motrice dans ses doigts et faisait des progrès constants en kinésithérapie. C'est une merveilleuse nouvelle, ai-je dit sincèrement. Tristan a levé son verre de vin. Ce soir, concentrons-nous entièrement sur la célébration de vous, directrice Leclerc. J'ai trinqué avec lui. Vous souvenez-vous de la première fois où je suis venue à votre bureau ? Bien sûr que je m'en souviens. Comment vous suis-je apparu à l'époque ? Vous aviez l'air complètement épuisé, a répondu Tristan doucement. Et pourtant, vous avez présenté chaque preuve avec une précision et un sang-froid extraordinaire. J'ai souri faiblement. Je le devais. C'était la seule façon de survivre. Cela demande un immense courage. Sentant une agréable chaleur sur mes joues, j'ai pris une gorgée d'eau. Après le dîner, nous nous sommes promenés le long de la rivière sous les étoiles. Que veux-tu faire maintenant, Aurore ? Demanda doucement Tristan. Je me suis arrêtée, regardant l'eau onduler, et j'ai répondu. Me réveiller le matin, préparer le petit déjeuner uniquement pour moi, et vivre paisiblement sous mon propre nom. C'est tout ce dont j'ai besoin. Tristan a gloussé doucement. Vous le faites déjà. Je suppose que oui. Quand je suis rentrée à la maison, j'ai placé les pivoines blanches dans un vase en verre sur ma table de salle à manger et je suis tombée dans un sommeil profond et ininterrompu. Le lundi matin suivant, je portais mon nouveau manteau au siège de l'entreprise. En sortant de la station de métro et en approchant de l'atrium vitré de notre tour de bureau, une grande foule d'employés était rassemblée près de l'entrée où des agents de sécurité dirigeaient la circulation. Au moment où j'ai franchi les portes tournantes, plusieurs collègues se sont tournés pour me regarder avec choc et la réceptionniste a saisi d'urgence son téléphone. Avant que je puisse atteindre les ascenseurs, un enquêteur de la conformité interne s'est approché de moi. Directrice Leclerc, pourriez-vous s'il vous plaît monter à la salle de conférence de la conformité au 5e étage avant de vous rendre à votre bureau ? Que se passe-t-il ? Il vaudrait mieux que vous le voyiez par vous-même. À l'intérieur de la salle de conférence du 5e étage, un grand écran numérique diffusait en direct la place extérieure de notre immeuble. Debout juste devant les portes vitrées principales se trouvaient Cornelia et Gérard, tenant d'immenses pancartes peintes avec des lettres rouges criardes, une directrice sans cœur laisse sa belle-sœur dans le coma et vole l'entreprise familiale. Cornelia criait hystériquement dans un mégaphone. Le responsable de la conformité s'est levé et s'est adressé à moi. Ils sont là depuis 8 heures ce matin. La sécurité leur a demandé de se disperser, mais comme ils sont sur le trottoir public, la police ne peut que surveiller pour obstruction. La police a-t-elle été prévenue ? Oui. Mais il y a un problème plus urgent. Tard hier soir, une vidéo anonymement montée a été téléchargée sur le forum interne de notre réseau d'employés.
Le responsable de la conformité a affiché la vidéo sur un moniteur secondaire. Le clip était un extrait audiovisuel fortement manipulé de moi déclarant « Je ne paierai pas un seul centime ». Ces factures médicales sont à la charge de sa famille, directement juxtaposées à des images de Cornelia pleurant sur le sol du salon. Tout le contexte, leur cruauté, le vol du véhicule, le refus de Cornelia d'une chirurgie d'urgence, avaient été complètement effacés. Cette vidéo a été malicieusement altérée, ai-je déclaré fermement. Avez-vous l'enregistrement original non monté? Oui. Dans l'enregistrement complet, il tentait de me blâmer pour un accident causé par ma belle-sœur qui a pris ma voiture sans permission. Le responsable de la conformité a hoché la tête gravement. Veuillez soumettre le fichier original immédiatement. Cependant, jusqu'à ce que cette perturbation publique soit résolue, la direction a décidé de suspendre temporairement votre nomination au poste de directrice générale. Ai-je commis une faute professionnelle? Non. Mais avec des clients externes qui appellent et des manifestations publiques à notre porte, la direction estime qu'il est dans le meilleur intérêt de l'entreprise de suspendre la promotion jusqu'à ce que les faits soient formellement vérifiés. Je les ai remerciés, je suis sorti de la salle de conférence et je suis retourné à mon bureau au milieu des chuchotements gênés de mes collègues. L'hostilité s'est intensifiée ce soir-là même. Alors que j'entrais dans le parking souterrain pour récupérer mon véhicule, 3 hommes inconnus ont soudainement bloqué ma voiture. L'un d'eux a violemment frappé mon pare-brise. Range-toi. On doit avoir une petite discussion. J'ai immédiatement verrouillé les portes et gardé les fenêtres fermées. Qui êtes-vous? L'homme a pressé son visage contre la vitre côté conducteur, ricanant, tu vis la grande vie pendant qu'une jeune fille est à moitié morte dans un lit d'hôpital, hein? Un autre homme a donné un coup de pied agressif dans la portière passager. Sans hésiter, j'ai appuyé fort sur le klaxon. L'alarme assourdissante a résonné dans le garage en béton, incitant les agents de sécurité privée à sprinter vers nous, faisant fuir les hommes dans les cages d'escalier. Tremblante d'adrénaline, je suis sortie du garage et j'ai immédiatement composé le numéro de Tristan Bernard. Il a sonné plusieurs fois sans réponse. Quand j'ai recomposé, une voix inconnue a décroché. Est-ce Aurore Leclerc? Oui. N'est-ce pas le téléphone de Maître Bernard? Je suis assistante juridique dans son cabinet. Maître Bernard a été attaqué devant notre immeuble ce soir par plusieurs hommes non identifiés. Il a été poussé sur le trottoir et a subi une fracture du bras. Il est actuellement à l'hôpital pour recevoir des soins. Je me suis précipitée directement au centre médical. Tristan était assis sur un lit d'examen à l'extérieur de la salle de triage des urgences, son avant-bras gauche enveloppé dans un lourd plâtre blanc et une écharpe. Tristan, êtes-vous gravement blessé? C'est juste une fracture nette. Rien de catastrophique, a-t-il répondu calmement. La culpabilité m'a déchiré. Si c'est arrivé à cause de mon affaire. Tristan a secoué fermement la tête. Nous ne savons pas encore qui a orchestré cela. Ne vous blâmez pas, Aurore. Vous avez été pris pour cible après avoir pris mon cas. Henri est ma famille, et c'était mon choix de me battre. Regardez-moi, Aurore. En voyant son regard calme et déterminé, les larmes que j'avais retenues toute la journée ont finalement coulé. Tristan a utilisé sa main valide pour m'offrir un mouchoir. Aurore, dit-il doucement, utilisant mon prénom au lieu de mon titre professionnel. Nous devons changer notre stratégie juridique immédiatement. Nous ne jouons plus seulement la défense. Nous déposons des accusations criminelles pour extorsion, diffamation, harcèlement d'entreprise et agression. Et s'il continue d'escalader? Ne reculez pas, préservez chaque preuve, les enregistrements de sécurité du parking, les publications sur le forum de l'entreprise, tout. Nous les combattons avec la vérité brute. De retour à la maison à 1h du matin, je me suis assise devant mon ordinateur portable et j'ai déverrouillé mon disque de preuves sécurisé. Les fichiers étaient intacts. La vidéo non montée du salon de Cornelia ordonnant à l'hôpital de laisser mourir la conductrice à 13h04. La surveillance de Brigitte prenant la clé. Les 4 minutes et 40 secondes de vidéo du café de Gérard et Mélanie.
Les registres d'admission certifiés du centre de traumatologie et les relevés financiers prouvant le détournement de fonds. Le simple fait de poster une réfutation sur un forum d'entreprise interne n'était plus suffisant pour contrer la campagne de diffamation généralisée. À 3 heures du matin, j'ai envoyé un SMS à Tristan. Tristan, avons-nous des moyens de soumettre ce dossier de preuve complet à des journalistes d'investigation ? 5 minutes plus tard, sa réponse est arrivée. Parlons-en demain matin. J'organiserai une rencontre avec une équipe de presse d'investigation nationale. 3 jours plus tard, Tristan et moi avons rencontré un producteur de télévision d'investigation chevronné dans un salon de thé tranquille en banlieue. Le producteur, un journaliste expérimenté d'une 40aine d'années, a examiné mes documents. J'ai ouvert mon ordinateur portable et j'ai lancé la vidéo brute du salon. Le producteur a regardé en silence Cornelia prononcer ces mots glaçants, « N'effectuez pas l'opération. Je ne suis pas sa tutrice. Faites ce que vous voulez. » Il s'est approché de l'écran alors qu'elle fredonnait joyeusement à travers la pièce. « C'est le fichier maître brut, non édité ?» a demandé le producteur, visiblement stupéfait. « Oui, complet et non altéré. » Elle croyait sincèrement qu'elle vous condamnait à mort, pour découvrir plus tard que c'était sa propre fille ? Oui. J'ai présenté le reste de la documentation, le vol de la voiture, l'affaire du café, les registres de l'hôpital et les preuves liant Gérard au harcèlement. Le reportage d'investigation a été diffusé ce samedi soir dans une émission d'information nationale de grande écoute. Assise seule sur mon canapé, j'ai regardé l'émission. Le reportage a flouté les visages des individus, mais a diffusé l'audio authentique et glaçant. J'ai refusé d'autoriser la chirurgie. Laissez-la tranquille. Le programme a méthodiquement exposé toute la chronologie, le refus de la belle-mère de prodiguer des soins médicaux d'urgence à ce qu'elle pensait être sa belle-fille, la révélation que la victime était sa propre fille. Le complot du mari pour faire payer les factures médicales à sa femme tout en transférant le café à sa maîtresse, et la campagne de harcèlement coordonné devant mon lieu de travail. À minuit, l'émission était devenue complètement virale sur les réseaux sociaux et les médias. L'indignation publique contre Gérard et Cornelia a été rapide et immense. Quand j'ai vérifié le forum interne de mon entreprise, les commentaires toxiques avaient disparu, remplacés par des dizaines d'excuses sincères de collègues qui avaient été trompés par la vidéo montée. Le lundi matin, je suis entré dans le hall de l'entreprise la tête haute. Le gardien de sécurité m'a accueilli chaleureusement. Directrice Leclerc, nous sommes si heureux que la vérité ait éclaté. Merci, Otis. À 9 heures précises, la direction a publié une annonce officielle à l'échelle de l'entreprise, présentant des excuses complètes pour la suspension administrative prématurée et confirmant officiellement ma nomination au poste de directrice générale. Le vice-président est venu personnellement dans mon bureau pour s'excuser du retard dans le soutien de l'entreprise. Simultanément, la police a lancé une enquête criminelle approfondie. Les autorités ont rapidement retracé les paiements effectués par Gérard aux individus qui avaient manifesté devant mon bureau, m'avaient harcelé dans le parking et agressé Tristan. Gérard et Cornelia ont tous deux été arrêtés et officiellement inculpés pour diffamation criminelle, harcèlement, complot et obstruction à la justice. Quelques jours plus tard, des images d'actualité ont montré Gérard et Cornelia escortés au commissariat menottés, baissant la tête pour éviter les flashs des caméras. Pourquoi avez-vous dit au centre de traumatologie de ne pas opérer la victime de l'accident ? Ont crié les journalistes à Cornelia. Cornelia a enfoui son visage dans ses mains, totalement incapable de parler. Suite à leur procès pénal, Gérard a été condamné à la prison tandis que Cornelia a reçu une peine de détention pour son rôle dans le complot. Un mois plus tard, j'ai reçu un avis indiquant que Cornelia avait demandé une visite à l'établissement correctionnel. Bien que je n'ai aucune obligation d'y aller, j'y suis allée. Je voulais clore ce chapitre de manière permanente. Assise derrière la vitre épaisse du parloir, Cornelia avait l'air frêle, grise et complètement brisée. Elle a pris le téléphone en plastique avec des mains tremblantes. Aurore. J'ai tenu le récepteur à mon oreille en silence. Cornelia a pressé sa paume contre la vitre, pleurant amèrement. J'ai eu tort. Je suis tellement désolée, Aurore.
Brigitte est toujours sans réaction dans un centre de soins de longue durée, et les factures médicales nous écrasent. S'il te plaît, si tu soumets une lettre de clémence au juge, cela pourrait réduire la peine de Gérard. Je l'ai regardé fixement. Cornelia, quand tu as reçu cet appel du centre de traumatologie. Cornelia s'est figée. Tu croyais vraiment que la personne mourante sur cette table d'opération était moi, n'est-ce pas? J'étais aveuglée par la colère. Pour toi, j'étais un être humain dont la vie était complètement jetable. Tu étais heureuse de me laisser mourir. Cornelia a baissé la tête et a éclaté en sanglots incontrôlables. Je me suis levée. Prends soin de ta fille toi-même, Cornelia. Je ne te reverrai jamais. J'ai raccroché le téléphone et je suis sortie dans le couloir, ignorant ses cris désespérés derrière la vitre. À l'extérieur de l'établissement, Tristan attendait au pied des marches en béton, son plâtre maintenant complètement retiré. Il s'est approché de moi. Est-ce que ça va? J'ai pris une profonde respiration libératrice. Oui. C'est enfin, vraiment, fini. Tristan a souri doucement. Vous avez été formidable. Un an a passé. C'était un samedi après-midi lumineux de fin de printemps, avec les cornouillers et les magnolias en fleurs le long des rives. Tristan et moi nous sommes retrouvés pour dîner dans un restaurant avec terrasse pittoresque surplombant l'eau. Nous nous étions naturellement rapprochés au cours de l'année écoulée, passant d'alliés professionnels à des partenaires chers et indispensables dans la vie. Henri a fait ses premiers pas indépendants avec une canne cette semaine, a partagé joyeusement Tristan alors que nous trinquions. Les enfants applaudissaient si fort. C'est une nouvelle vraiment incroyable, Tristan. Tristan m'a regardé de l'autre côté de la table éclairée aux chandelles. Et encore félicitations pour votre premier anniversaire en tant que directrice générale. Merci. Parfois, je me demande encore ce qui se serait passé si je n'avais pas eu ces enregistrements vidéo. Tristan a secoué doucement la tête. Ça aurait été plus difficile, mais vous auriez quand même triomphé. Vous êtes bien plus forte que vous ne le pensez. Alors que le dîner touchait à sa fin, Tristan a tendu la main et a placé la sienne sur la mienne. Il a sorti de sa poche une petite boîte en velours et l'a posée sur la nappe. À l'intérieur se trouvait une élégante bague minimaliste en platine. Aurore, j'ai été à tes côtés pendant la plus sombre tempête de ta vie. Et maintenant, je veux être à tes côtés en tant que ton partenaire. Pas comme ton avocat, mais comme l'homme qui t'aime. J'ai baissé les yeux sur la bague, sentant le poids du passé. Tristan, je ne jouerai plus jamais la femme soumise et obéissante pour qui que ce soit. Tristan a immédiatement hoché la tête. Je ne voudrais jamais ça. Nous construisons notre propre vie ensemble, en tant que partenaires égaux. Tu n'auras plus jamais à te diminuer pour qui que ce soit. Des larmes de paix sincères me sont montées aux yeux. J'ai tendu la main et Tristan a glissé la bague à mon doigt. Elle était parfaitement ajustée. Et si la taille n'avait pas été la bonne? Je taquinai doucement. Alors nous l'aurions fait ajuster, a souri Tristan. On ne force jamais quelque chose qui ne convient pas. Quelques jours plus tard, un samedi matin radieux, j'ai conduit ma nouvelle décapotable vers la côte. Tristan était assis sur le siège passager, riant alors que j'appuyais sur le bouton pour rétracter le toit, laissant la brise chaude de l'océan et le soleil doré nous inonder. Où allons-nous? A crié Tristan par-dessus le bruit du vent. J'ai appuyé sur l'accélérateur et j'ai souri à l'horizon ouvert devant nous. Partout où la route nous mènera aujourd'hui. Nous n'avons pas de programme. J'ai jeté un coup d'œil à mes mains, agrippant le volant en cuir. Pendant 5 longues années, ces mains avaient cuisiné pour des gens qui me méprisaient, nettoyé des comptoirs sous des regards hostiles et payé des dettes qui n'étaient pas les miennes. Maintenant, ces mêmes mains dirigeaient ma propre voiture vers ma propre destination choisie. Lorsque la cupidité remplace l'amour au sein d'une famille, le mot « famille » devient l'arme la plus destructrice qui soit. Pendant 5 ans, Aurore a enduré seule contre cette arme, debout près de la cuisinière dans les heures sombres de l'aube tout en portant un foyer ingrat sur ses épaules. Pourtant, la seule raison pour laquelle elle n'a jamais craqué, c'est que lorsque personne au monde ne prenait son parti, elle a choisi de devenir sa propre et féroce protectrice.